Effectivement, c'est avec grand plaisir que je me retrouve dans les murs de cette école que j'ai connue il y a déjà une trentaine d'années. Et que je retrouve évidemment avec grand plaisir plein de personnes que j'avais un petit peu perdues de vue. Alors, ma présentation va s'inscrire pleinement dans le prolongement de la présentation de Pascal, et effectivement peut-être donner quelques éclairages sur les effets potentiels de ces dispositifs d'analyse vidéo qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent effectivement se redévelopper de manière quand même assez massive, compte tenu d'une part du passage à l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'il y a simplement 15 ans, quand j'étais à l'ENV, eh ben, il y avait des spécialistes audiovisuels, voilà. Alors il y en a toujours, mais chaque formateur un petit peu débrouillé peut faire tout de A à Z, c'est-à-dire de filmer, de faire des montages et de réexploiter ça en formation. Donc du coup, ces pratiques de formation peuvent se développer massivement, mais justement avec un certain nombre de risques, de biais que je vais essayer de pointer, mais également de voir tout le potentiel que nous a déjà montré Pascal, je pense, tout le potentiel de cette utilisation-là. Mais on voit bien, même si elle n'a pas trop développé, avec des cadres, des concepts, des cadres théoriques d'analyse de l'activité qui sont en arrière-plan, et des outils méthodologiques. Elle a parlé vite fait d'entretien, d'autoconfrontation ou de type explicitation, etc. Évidemment qui sont très très importants par rapport à ces usages intéressants de la vidéo. Alors donc moi je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Serge Leblanc, je suis depuis 8 ans à l'UFM, maître de conférence à l'UFM de Montpellier, et je travaille sur la formation des enseignants. Alors, et je travaille donc je dirige une équipe de recherche qui travaille sur un programme de recherche technologique qui vise à développer des outils de la formation à partir de l'analyse de l'activité. Alors je vais peut-être commencer juste par illustrer ça à partir de 2 sites dans lesquels je suis engagé à la fois au niveau de la conception et au niveau des suivis des usages, pour vous montrer le type de ressources possibles, de plateformes possibles qui sont réalisables. Et puis après je reviendrai sur ma présentation. Donc les 2 principaux environnements, j'aurais envie de dire les plus aboutis, sur lesquels sur lesquels je participe, je travaille activement. C'est Néopass Action, qui est un programme de recherche développé par Luc Ria, qui est professeur d'université à Clermont-Ferrand, et qui a la spécificité, cette plateforme qui a été conçue et qui est en cours de développement actuellement, qui permet de naviguer, vous voyez, dans des thèmes qui sont centraux par rapport aux préoccupations des enseignants débutants, l'entrée en classe et la mise au travail des élèves, par exemple, aider les élèves à travailler et à apprendre, faire parler les élèves à l'élémentaire. Donc vous voyez, tous ces thématiques-là s'appuient sur des travaux de recherche et sont formalisés dans une plateforme. Donc je vous donnerai l'adresse, vous pourrez éventuellement aller naviguer dessus, avec voilà, des vidéos. En gros, le principe, c'est des vidéos de classe, des extraits de classe, un peu comme nous a montré Pascal tout à l'heure, l'accès au vécu de l'enseignant qui est impliqué dans la classe, et ensuite des points de vue sur ces extraits-là, des points de vue d'autres novices, d'autres néo-titulaires, d'enseignants plus expérimentés et de chercheurs. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est un exemple de plateforme sur lesquelles je travaille. Un autre exemple, c'est la banque de séquences didactiques, voilà, avec
des thématiques diverses et variées, alors plus sur le primaire, mais j'ai fait aussi un module là sur un enseignant très expérimenté, puisque ce qui est spécifique à la plateforme Néopass Action, c'est que le parti pris, c'est de partir sur l'analyse de l'activité des enseignants là, qui débutent dans le métier. Hein. Donc on voit l'option qu'a pris Pascal aussi, c'est celle-là, c'est de s'intéresser à l'activité à la fois d'apprentissage et d'aide à cet apprentissage au niveau de l'activité du tuteur. Et on voit bien que les deux sont en phase d'apprentissage pour les accompagner dans ce processus de développement professionnel. Mais on analyse aussi l'activité d'enseignants plus experts. Donc là, c'est un enseignant très expert avec, vous voyez, des façons de restituer ces analyses-là avec un triple point de vue, le point de vue de la classe, le point de vue de l'acteur qui anime l'activité de classe, le point de vue d'un père qui va faire un peu de controverse ou signaler des convergences ou des divergences avec le collègue, et puis un point de vue de chercheur qui permet de restituer des visions un petit peu plus distanciées. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu donc la dimension un petit peu conception de ressources. Alors je vais vous présenter, avancer un petit peu. Voilà, dans un petit éclairage sur je dirais les différentes exploitations possibles de la vidéo en formation, et qui s'appuie un petit peu sur une analyse historique et critique un peu des principaux courants. Un premier courant qui a existé, qui existe encore et dans lequel on peut assez facilement s'engager, c'est utiliser la vidéo avec j'ai mis vidéo vérité ou vidéo preuve, où la vidéo sert de preuve pour le formateur pour montrer ce qu'il ne faut pas faire ou les erreurs, etc. Donc là, on est dans une utilisation en totale extériorité. Alors les pratiques de micro-enseignement qui ont débuté dans les années 70 en France et aux États-Unis étaient totalement conçues dans cette optique-là, avec la principale, évidemment, visée, qui est de prescrire ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques à réaliser. Et la vidéo sert de montrer les décalages et évidemment de les éviter. Je dirais en réaction à ce courant, dans les années 80, il y a une approche de la vidéo qu'on pourrait qualifier de vidéo miroir, qui est plutôt une forme d'utilisation de la vidéo qui amène la personne à l'inverse, qui redonne du pouvoir à la personne qui est impliquée dans la vidéo et qui l'amène à auto-analyser son attitude, auto-analyser ce qu'elle fait, auto-percevoir un certain nombre de difficultés qu'elle a rencontrées. Et donc là, on est en totale intériorité d'une certaine façon. Alors c'est les modalités d'autoscopie qui ont été bien analysées par des chercheurs comme Monique Linard et Prax, mais qui ont montré aussi toutes les limites de ce type d'approche qui s'appuie au départ, qui sont issus d'approches psychothérapeutes avec des ancrages psychologiques et qui sont finalement, quand ils sont réutilisés évidemment dans les formations, ne sont pas utilisés par les acteurs avec ces compétences-là. Et du coup, il y a eu un certain nombre de dérives importantes, de biais, de destruction un petit peu de l'image de soi des acteurs qui étaient dans ces situations d'auto-analyse, notamment quand ça se passait en groupe et notamment quand ça se passait avec un formateur qui prenait pas de distance, voire retrouver un peu de pouvoir de formateur par la pression qu'il pouvait mettre à l'utilisation d'un regard critique sur soi-même. Et donc là, il y a eu des effets assez contrastés. Alors, troisième approche, qui serait une approche plus
plus explicative et plus pour travailler sur la relation théorie-pratique, mais plutôt dans un sens, bon voilà ce que nous disent les théories et comment on peut appliquer ça. Et les vidéos servent dans ce cadre-là plutôt de vidéos illustratives, mais ne sont pas exploitées, comme on l'a bien vu avec Pascal, dans une approche qui est plutôt une approche là qu'on peut qualifier de compréhensive, qui va permettre d'explorer, d'enquêter. On a bien vu dans les vidéos qu'elle nous a présentées, aussi bien avec le tuteur qu'avec l'apprenti, d'enquêter, de l'aider à mettre à jour des aspects de sa pratique dont il n'a pas conscience et que le formateur ou le tuteur ou que quelqu'un d'extérieur n'a pas forcément non plus une vision très, très claire, voire des fois peut être totalement erronée. Et donc là, c'est par des modalités d'autoconfrontation, d'explicitation, dont elle a parlé un petit peu, que l'on peut investir ce type d'approche. Alors, les travaux que je vais vous présenter et les effets sur les travaux que je vais vous présenter se situent plutôt dans ce cadre-là, donc dans l'approche qu'évoquait Pascal. Bon, ça, je laisse ça pour l'instant. Donc, dans cette approche-là, on est dans des cadres d'analyse de l'activité. Alors, je vais vous présenter les effets de deux types de situations, en développant plutôt les situations d'alloconfrontation, c'est-à-dire des situations qui visent à mettre un groupe de stagiaires, un groupe de formés, par rapport à la pratique d'un père, mais qui n'est pas présent dans le dispositif de formation. Ce qui permet aux stagiaires de ne pas, de se mettre dans la perspective de se projeter dans la vidéo, mais sans être obligé d'en parler et sans être obligé de se mettre à nu. On a entendu dans les propos tout à l'heure de certains tuteurs ou apprentis, voilà, il faut se mettre à nu, etc. Ça, vous imaginez bien qu'en situation, déjà en diade, c'est pas toujours évident, hein, il y a des jeux d'accords de façade, etc., qui vont limiter, on a bien entendu, ces effets-là. On imagine bien que dans un groupe, ça va être encore pire. Donc là, l'intérêt de ces situations d'alloconfrontation, c'est que les formés ne sont pas obligés d'exposer évidemment directement leur propre activité, mais en même temps, ils peuvent le faire. Et ce que je repère dans les dispositifs que j'analyse, c'est qu'ils peuvent le faire assez régulièrement, mais c'est eux qui le décident. Donc du coup, c'est assez intéressant pour cela. Et du coup, dans ce type de situation que je vais développer un petit peu plus au niveau des effets que ça restitue, ça permet de comprendre, finalement, ils sont moins dans l'analyse de l'activité de manière totalement extérieure de la vidéo qu'ils leur ont montrée que de l'analyse de leur propre activité à travers l'activité de l'autre. Alors évidemment, pour accéder à ça, le problème, c'est que ça reste opaque dans le dispositif de formation. C'est-à-dire que ça, il n'évoque pas dans le groupe d'analyse de pratique. Moi, j'y ai accès en faisant des autoconfrontations avec eux quand ils sont à regarder une vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en gros? Quelle est leur activité à ce moment-là? Et leur activité, ben, c'est ce que je vais essayer de vous montrer en termes d'un certain nombre d'effets. Alors, premier effet, c'est un effet que j'appelle de résonance écho. Résonance écho parce qu'il voit, c'est ce que je viens de dire, au travers de la vidéo, il se voit, il se projette. Alors évidemment, on voit, ça pose la question de qu'est-ce qu'on projette. On voit bien que si on projette un expert dans une pratique totalement à un niveau très très élevé, c'est pas évident que ces processus-là fonctionnent. Moi, les situations que j'ai étudiées sont des situations avec un décalage limité. C'est-à-dire que pour des enseignants qui débutent, ils voient un néo-titulaire, quelqu'un qui a 1 an, voire 2 ans d'expérience, mais qui est encore dans des difficultés professionnelles de quelqu'un qui rentre dans le métier. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Réassurance des enseignants justement par la proximité entre les situations filmées et leur vécu.
l'intérêt de travailler sur ces situations vidéo qui sont évidemment choisies, c'est qu'on va travailler sur des difficultés typiques. Donc on confronte un groupe de stagiaires à des difficultés typiques qui vont leur permettre de changer la perception qu'ils ont par rapport à ces difficultés typiques qu'ils ont pu rencontrer, mais qu'ils peuvent vivre comme une difficulté personnelle, qu'ils rattachent à « je ne suis pas capable de faire ça parce que je ne maîtrise pas bien encore ça » ou « je suis trop timide » ou « j'aime pas me… » Voilà. Et donc, ça a un effet de déculpabilisation très très important qu'on retrouve, hein, vous voyez, dans les verbatims. Je vous les lis pour ceux qui sont tout à fait au fond, parce que je ne suis pas sûr que vous le voyez. Juste là, j'ai trouvé que c'était un peu bruyant, que ça m'arrivait que ce soit aussi bruyant des fois, et quelque part, j'ai trouvé cela réconfortant, de voir qu'en fait, on a l'impression que tout le temps, on est seul à être dans ce genre de situation. C'est ça que je me dis là, c'est qu'après tout, il n'y a pas que moi. Alors ce discours-là, dans ces dispositifs, on le retrouve de manière récurrente. C'est un premier effet très fort, donc qui crée un climat de confiance et qui va leur permettre de se comparer et de faire référence à leurs propres expériences personnelles qui ressemblent, hein, qui ressemblent à ce qu'ils ont vu. Encore une fois, je me comparais en fait à la vidéo. Donc ça, ce sont des choses qu'on trouve de manière récurrente. D'accord. Deuxième effet, un effet de révélateur et d'accélérateur de l'identification de problématiques professionnelles et de tensions. Hein, Pascal a beaucoup parlé de dilemmes. Alors là, c'était plutôt chez les tuteurs, mais là, quand on est chez les apprentis, que ce soit des enseignants ou des moniteurs, on va retrouver évidemment ces mêmes tensions. Tensions entre ce qu'ils font et ce qu'ils voudraient faire. Et donc là, ça leur permet de construire un sens nouveau, évidemment, à la situation par la confrontation à des vidéos qui font émerger ces tensions qu'ils vivent dans leur pratique, mais encore une fois, qu'ils ne vont pas révéler et enfin, sur lesquels qu'ils n'ont pas forcément conscientisé et qui ne vont pas, du coup, qui ne vont pas évoquer en formation ou avec un tuteur. Et ces situations, parce que je vous ai montré très très rapidement les plateformes, là, mais elles permettent d'accéder sur une même thématique, par exemple l'entrée en classe et la mise au travail des élèves. On va voir 7 façons de faire assez différentes d'enseignants qui débutent plus ou moins. Et du coup, en naviguant dans différentes façons de faire, ça va être un accélérateur de la prise de conscience des possibles et de leur permettre de se situer par rapport à leurs propres difficultés, de se situer plus finement, plus précisément par rapport à leurs propres difficultés. Hein, vous voyez, des propos qu'on a récupérés en autoconfrontation, j'ai pu repérer certaines de mes attitudes qui m'auraient pris seul des années à déconstruire. Donc il y a cet effet d'accélération. Interrogation, orientation par rapport à leur propre pratique. Ça les amène à s'interroger sur leur propre développement professionnel et sur la manière de le construire. Et de pointer, par exemple, évidemment, des choses qui peuvent être, par exemple, dans le cas chez les enseignants, hein, qui ont souvent des formations, en tout cas dans le secondaire, très disciplinaires et axées sur les dimensions surtout didactiques. Ils n'envisagent pas certaines dimensions de l'activité professionnelle telle qu'elle peut apparaître dans des extraits vidéo. Et alors du coup, voilà, les interrogations qu'on peut retrouver dans les échanges, c'est quoi mon métier, je me demande si je suis fait pour ce métier, etc. Alors, notamment par rapport à des situations d'enseignement conflictuelles ou dans des contextes d'enseignement difficiles. Ça leur permet aussi d'évaluer la pertinence de leur propre modalité d'action dans des scénarios qu'ils reconnaissent comme familiers et en même temps, de ce que je vous disais tout à l'heure, de se confronter à une diversité d'activités d'enseignants débutants
plus ou moins efficaces. Et je pense que c'est intéressant quand on utilise ces modalités d'alloconfrontation, d'au moins travailler dans un dispositif de formation sur au moins 2 façons de faire un peu contrastées, qui vont permettre alors 2 voire plus, mais 2 déjà c'est bien, s'ils sont un peu contrastés, parce que là ça va nourrir des controverses professionnelles assez riches, et ça va permettre aussi à chaque apprenti, stagiaire, de se situer plus facilement dans une façon de faire ou dans une autre. Et évidemment, dans ces modalités-là, on n'élimine pas la dimension d'expertise. Bien sûr qu'elle va venir, mais plutôt elle va être un recours en termes de point de vue complémentaire pour donner des pistes ou pour valider des choix qui émergent de ces pratiques plutôt débutantes à partir qui prennent en compte réellement les préoccupations et les difficultés typiques qui ont émergé et qui ont été repérées. Et donc ça vient valider ou donner des pistes nouvelles. Dernier effet générique, ce sont des effets en termes de transformation et de projection. Ces situations permettent de confrontation donc à la vidéo d'un père, permettent de remodeler l'expérience qu'ils ont déjà incorporée, même si elle n'est pas très très importante, et se projeter dans le futur. Alors il y a tout un travail, par exemple dans des plateformes comme je vous ai montré, là, tout un travail d'enquête qui peut être mené pour délimiter les problèmes qu'ils rencontrent à partir des ressources qui sont proposées, alors soit dans la plateforme, soit dans les dispositifs de formation tels que, par exemple, Pascal les a présentés tout à l'heure. On pourrait imaginer réexploiter la vidéo de l'apprenti dans un dispositif avec une quinzaine une nouvelle promotion qui démarre. Et du coup, si on a repéré que cette difficulté est une difficulté évidemment typique, c'est un gain de temps et c'est une anticipation alors c'est pas magique évidemment, ça ne va pas, ils ne vont pas développer les compétences simplement en étant en salle et en voyant ces vidéos, mais il faudra qu'ils se confrontent également à ces situations pratiques, il y a un suivi avec un tuteur de manière individuelle, mais il y a toute une activité d'anticipation déjà et de délimitation, de reconnaissance des problèmes qui se met en place. Voilà. Et ça permet aussi de faire l'expérience sur soi-même par ce qu'il voit dans la vidéo. Là, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer d'extrait, mais de voir les effets de certaines modalités d'action sur l'activité, par exemple, des élèves. Et sans prendre le risque de le vivre soi-même, quand les situations sont, par exemple, un petit peu délicates. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Et je pense dans les activités, effectivement, à risque, où il y a un risque objectif important, des modalités où ça part effectivement un petit peu en vrille sur le plan de la sécurité. Je pense que c'est des... Mais dès lors que c'est analysé et qu'il y a le point de vue des acteurs qui ont vécu, comme nous l'a montré Pascal, le point de vue de l'apprenti. Alors les montages là sont assez exemplaires qu'elle a présenté par exemple avec la vidéo du déroulement de l'activité d'enseignement et puis les commentaires de l'apprenti sur ce moment-là. Donc ces petites séquences-là sont très très riches pour être réexploitées en formation collective. Donc voilà, les effets de manière, si je synthétise ça sur ces situations d'alloconfrontation, ça permet de générer une double activité de perception et de simulation et d'imagination-projection. Et ce que la vidéo permet, de mon point de vue, de renouveler, c'est de redonner une place intéressante au mimétisme qu'on a trop tendance, en tout cas en formation, quels qu'en soient les domaines professionnels, à déconsidérer, voire à écarter, alors qu'il y a des effets de reconnaissance et qui ne sont pas vus comme des processus d'imitation où il s'agirait simplement d'imiter des aspects formels et superficiels de l'activité, mais il s'agit de voir en écho
Alors d'autant plus quand c'est des ressources qui sont conçues avec le point de vue des acteurs et avec des éléments qui restituent pas simplement une vision de l'activité manifeste, mais de l'activité en termes de préoccupation, en termes d'émotion, en termes d'engagement des acteurs dans la situation. Voilà, ça sollicite aussi des processus, à mon avis, qui sont fondamentaux dans nos activités d'enseignement, de tuteurs, développer la compétence empathique, d'être en empathie. On voit bien les techniques que Pascal nous a montrées là pour accéder à l'expérience, qui ne vont pas de soi, qui sont tout sauf naturelles et intuitives, et qu'il faut développer, cultiver cette capacité empathique. Et je dirais cette capacité, cette compétence empathique, elle est essentielle à tous les niveaux. Au niveau du formateur de formateurs, au niveau des tuteurs et au niveau de l'enseignant lui-même. Si on reprend l'exemple du kite, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi être en empathie? C'est de repérer simplement par quelques indices des émotions, un petit mot d'un pratiquant à un moment donné, que là, il est en situation très très délicate sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la sécurité subjective. Et que être capable de repérer ça, évidemment, c'est être capable de gérer potentiellement de manière plus différenciée, par exemple, 3-4 stagiaires en situation d'enseignement. Mais en cultivant, et les vidéos, justement, je pense, peuvent permettre de cultiver cette compétence de manière assez fondamentale. Celle-là, je ne vais pas beaucoup la développer, puisque finalement, Pascal, c'est surtout celle-là qu'elle a développée, au travers de ses retours d'expérience. C'est les effets de situations d'autoconfrontation. Donc là où on travaille, qui ont la spécificité de faire travailler sur l'activité des acteurs à partir d'une forme d'enquête qui est accompagnée sur sa propre activité. Donc, dans ce que Pascal nous a montré, elle a fait ce travail-là, par exemple, aussi bien avec les tuteurs qu'avec les apprentis. Et ça permet de mettre à jour, de conscientiser des difficultés qui ne sont pas manifestes, des façons de faire implicites, mais qui vont être significatives pour les acteurs. On a bien vu dans les extraits que ce dont ils parlaient, c'est que c'était ce qu'ils avaient vécu dans la situation et ce dans quoi ils étaient engagés. Mais évidemment, ça doit être guidé par un interlocuteur qui est à minima formé à ces techniques d'explicitation pour amener la personne à évoquer ses focalisations, ses interprétations, ses émotions, ses préoccupations à partir du déroulement du film. Dans ce type de situation, l'effet principal, c'est de permettre aux acteurs de se connaître dans des formes d'engagement importantes dans des situations professionnelles et de se reconnaître, notamment pour les débutants. C'est-à-dire que là encore, quelque chose qui revient de manière importante et systématique alors dans la formation des enseignants, c'est la non-reconnaissance quand on débute dans le métier par tout le système. Que ce soit le système de la formation, le système d'évaluation, quand ils sont accueillis, ils sont toujours en situation de difficulté, de manque, ils ne font pas telle ou telle chose. Ces dispositifs-là leur permettent de reconnaître, même si ça leur permet d'identifier des difficultés, ça leur permet aussi d'identifier des tas de choses qu'ils font bien, mais dont ils n'avaient pas forcément conscience. Enfin, qui font bien, en tout cas, qui fonctionnent, et ça leur permet d'accéder à cette compréhension-là. Et donc d'être sur une dynamique, évidemment, de transformation. Alors pour aller vite, je vais juste lister ces quelques éléments à travers l'autoconfrontation. Ça leur permet de revivre émotionnellement et authentiquement, quand ils sont en situation d'autoconfrontation, leur expérience de classe. On l'a vu par les extraits de Pascal. À estimer le caractère bienveillant du regard de l'autre. Donc ça, ils sont sensibles à ça, donc ça veut dire que si le tuteur ou la personne qui accompagne porte un jugement alors qu'elle est sur cette phase un peu, ça risque de bloquer momentanément leur espace de parole.
Ça leur permet d'expliciter leurs raisons d'agir à chaque instant qui sont significatifs pour eux, de prendre conscience de dimensions non perçues de leur activité et de construire de nouvelles interprétations de la situation. Voilà, je vous laisse simplement... oui, alors ça, je le mets comme ça. Éventuellement, ça pourrait être un axe de discussion. C'est quelle progressivité dans l'exploitation de la vidéo? Et là, je vous mets simplement les adresses des sites. Voilà, merci.